Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir. On parle de cette guerre comme si elle était déjà finie. Les marchés se sont redressés, certains politiques parlent déjà d'un procès pour crime de guerre et tout le monde spécule sur la nouvelle Europe. La guerre n'est non seulement pas finie et un changement tactique d'ampleur est en train de se produire, mais nous sommes passés à autre chose. Pourquoi sommes-nous passés à autre chose ? Je pense que nous venons de nous rendre compte que les conséquences vont être très importantes sur beaucoup de niveaux et que le conflit en lui-même est loin d'être le plus important sur ce plan-là. Et en conséquence, on s'occupe moins du conflit que des conséquences du conflit. Tout à l'heure, Raphaël Césari nous parlera plus spécifiquement des conséquences du conflit sur le prix de l'énergie et de la manière dont cela va ruisseler sur le reste de l'économie. Alors, laissons ce sujet de côté pour l'instant et occupons-nous d'autre chose. Cette guerre a un peu masqué la campagne électorale et les quelques enjeux patrimoniaux qu'elle comprend. Si Emmanuel Macron est réélu, ce qui est vraisemblable aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de changements fondamentaux, à l'exception de peut-être les droits de succession. En revanche, si cela devait être un autre candidat, des changements forts pourraient être au rendez-vous. Nous en reparlerons après le second tour. Les règles de succession pourraient évoluer vers plus de souplesse, des exonérations plus fortes pour les neveux, les nièces, les collatéraux. Même si aujourd'hui une énorme partie des successions sont faites sans droit, du fait des plafonds, de la préparation par des donations antérieures et surtout de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, le sujet est très sensible, à tel point que 80% des Français jugent qu'il faudrait baisser les droits de succession, alors qu'environ 90% des successions se font sans impôt. Comme depuis 30 ans maintenant, on parle encore de réduire les avantages de l'assurance vie. Et ça, c'est un vrai sujet patrimonial. Je pense qu'en France, dès qu'on a un petit peu d'argent, on a une assurance vie. Donc, on va voir ça ensemble et on va essayer de faire un point un peu sur ce qui se dit. Alors, cette fois-ci, on va commencer par Maëlle, qui là ne va pas nous dire ce sujet, ce n'est pas ma spécialité. Là, Maëlle, c'est votre spécialité, ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on en dit chez vous de l'augmentation de la fiscalité de l'assurance? D'abord, on y croit, on n'y croit pas, on ne sait pas, on ne dit pas. Bonjour Bernard, non, c'est mon sujet pour le coup, je ne vais pas pouvoir me défausser ce coup-ci. On n'y croit pas parce que, alors on n'y croit pas, vraisemblablement, on sait à peu près qui a de grandes chances de gagner, même si dernièrement on a plus d'incertitudes. Mais si donc c'est Emmanuel Macron qui passe, il l'a dit clairement qu'il ne toucherait pas la fiscalité de l'assurance vie. Donc il n'y aurait pas aucune évolution. Il a dit aussi clairement qu'il toucherait à la fiscalité successorale, mais que sur les successions, donc pas en direct, donc c'est neveux, nièces, etc. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ça ne représente pas grand-chose, donc ce n'était pas très engageant de sa part. Là où on a plus d'incertitudes, c'est plus sur les candidats des extrêmes. Donc les candidats des extrêmes, ils n'ont pas ciblé. On en parlera à une autre émission. Là, pour l'instant, on va se mettre dans l'hypothèse la plus probable, donc dans l'hypothèse où Macron est réélu. Donc, pour vous, il ne touche pas au droit de succession. Il ne touche pas à la fiscalité de l'assurance vie. Ouais, il l'a dit clairement, il ne toucherait pas à la fiscalité de l'assurance vie. Par contre, il diminuerait le taux des successions où il augmenterait remonterait le plafond, le plancher plutôt, pardon, pour les successions qui ne sont pas en ligne directe. Donc, c'est uniquement ce qui a été évoqué. D'accord. Allez, on va passer à David. Donc, David, pour vous aussi, c'est un sujet. Beaucoup des fonds que vous gérez sont détenus à travers des assurances vie. Donc, déjà, est-ce que vous avez un point de vue sur le fait que la fiscalité des assurances vie pourrait être touchée? Et est-ce que si la fiscalité des assurances vie était touchée, en réalité, c'est un non-sujet pour les asset managers, puisque que leurs fonds soient achetés en assurance vie ou ailleurs, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors là, pour une fois, je vais pouvoir dire, je ne sais pas trop, c'est pas mon sujet. Non, blague à part et clin d'œil à Maëlle effectué. Alors, nous, on part du principe qu'il n'y aura pas de changement majeur en assurance vie. Effectivement, parce que le candidat que les sondages donnent gagnant pour le moment, effectivement, a clairement dit qu'il ne souhaitait pas toucher à ce sujet. Maintenant, après, effectivement, nous, ce que l'on a vu, d'ailleurs, on l'a vu depuis l'introduction de la flat tax, c'est que maintenant, le compte titre, l'ouverture en compte titre a repris des couleurs. Donc, on a maintenant, alors qu'avant, il n'y avait aucune question, les clients, effectivement, comme vous le disiez, dès qu'ils avaient un petit peu de patrimoine,
avaient leur assurance vie, point final. Maintenant, avec la flat tax, on se rend compte que les nouveaux comptes, maintenant, on a à nouveau des demandes pour l'ouverture de compte titres par rapport à de l'ouverture d'assurance vie. Voilà. Mais effectivement, pour nous, asset managers, vous avez tout à fait raison. Nous, on part du principe que de toutes les manières, l'épargne aura toujours besoin de fructifier. Et donc, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le canal, on espère que les épargnants trouveront le chemin de nos fonds. Alors, on va passer à Julien. Donc, Julien, on rappelle, vous êtes au service juridique de Wellings Assurance. Donc, pour vous, c'est aussi vraiment un sujet, peut-être un peu de prospective. Alors, est-ce que vous croyez autant dans les promesses des politiques que les deux précédents, que Maël et David, qui eux disent il a dit clairement il ne touchera pas, donc il ne touchera pas. Moi, j'ai envie de dire il a dit clairement qu'il n'y touchera pas, donc il y touchera. Et vous, Julien, vous en pensez quoi? Ouais, bonsoir à tous. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, il l'a dit. Donc, je sais que les promesses électorales engagent que ceux qui y croient, hein. Comme on dit souvent, mais en tout cas, moi, je pense qu'il ne touchera pas au contrat d'assurance vie. La grande réforme de Macron sur l'assurance vie, elle avait été déjà faite en 2017 lorsqu'il est arrivé avec la modification de la fiscalité en cas de rachat, hein, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus l'avantage au-delà des 8 ans. Hein. Tout est imposé à la flat tax lorsque vous faites un rachat sur le contrat d'assurance vie, que vous soyez en contrat d'assurance vie ou en compte titre, ce qui peut expliquer d'ailleurs ce que David nous a décrit, à savoir qu'il y a des questions aussi pour investir via le compte titre depuis justement cette fin du régime dérogatoire sur le contrat d'assurance vie en cas de rachat, simplement. Par contre, je le vois difficilement toucher à la fiscalité d'essai. Et même si vous l'avez dit, le contrat d'assurance vie, c'est un placement très populaire. On a tous un contrat d'assurance vie en France de 7 à 77 ans. Lorsqu'on fait comme nous de l'assurance vie patrimoniale, l'intérêt du souscripteur à souscrire un contrat d'assurance vie, je laisse de côté tous les avantages intrinsèques au Luxembourg, c'est quand même l'avantage successoral pour les primes versées avant 70 ans. On le connaît tous, sans faire un petit peu plus de développement. Donc, si réforme, du coup, moi, je ne crois pas à une réforme du contrat d'assurance vie en cas de décès ou alors à la marge. Et si réforme du contrat d'assurance vie il devrait avoir, en cas de décès, elle s'intégrerait dans une réforme complètement globale des droits de succession, parce que supprimer l'avantage fiscal successoral du contrat d'assurance vie sans toucher le reste de la fiscalité successorale, ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens et beaucoup de logique. Donc, en tout cas, pour ma part, pour leur première partie du quinquennat, je reste quand même assez positif sur les avantages successoraux fiscaux du contrat. OK, alors je vais rebondir là-dessus. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit, s'il y a une réforme, elle s'inscrira dans une réforme globale. Je suis d'accord, je pense comme vous. Et la réforme globale, on la sent venir, il en a parlé. Tout le monde en parle. C'est une réforme qui serait un peu plus sociétale parce qu'on vit différemment qu'avant. Et c'est vrai qu'on le voit tous, enfin surtout nous les gestionnaires de patrimoine, quand on s'occupe de gens, ça peut être assez catastrophique pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Ça peut vraiment être assez catastrophique. Et pour les gens qui n'ont pas d'enfants et pas préparés, alors là, c'est une vraie catastrophe. Et donc, de dire on va améliorer le sort des neveux, améliorer le sort des nièces, améliorer le sort des frères et sœurs. On va ensuite augmenter les droits de donation pour faire circuler l'argent plus vite entre les générations. Et en contrepartie, on va un petit peu éliminer un des avantages de l'assurance vie. Donc, l'avantage que je les vois bien toucher, en assurance vie, vous avez une première partie de 0 à environ 152 000 qui peut être, dans certaines conditions, totalement exonérée. Ensuite, vous avez une deuxième partie beaucoup plus large, de 150 à 700 à peu près, qui est soumise à un impôt forfaitaire de 20%. Et c'est là-dessus où je le vois peut-être remettre ça en cause, parce que cette même tranche, elle existe aussi hors assurance vie, mais en ayant de l'argent en assurance vie et des biens hors assurance vie, on cumule cette espèce de méga tranche à 20% qui peut être extrêmement, extrêmement importante. Donc, d'accord avec vous, Julien, il n'y touchera pas en sec, c'est-à-dire qu'il ne viendra pas chercher une recette fiscale de poche en disant je prends un truc là-dessus, mais va venir, et ça c'est un phénomène de société, va venir une réorganisation de la fiscalité sur les successions. C'est un vrai sujet partout en Europe. Il y a quelques pays d'Europe
dont le Portugal d'ailleurs, qui sont un pur bonheur pour les familles, c'est-à-dire que quand on est riche, eh ben, on reste riche puisqu'il y a 0 de droit de succession. Et après, il y a des pays comme la France qui peuvent en théorie venir quasiment tout chercher, surtout pour les gens très riches, sauf bien sûr à ce que ça soit préparé avant. Et là, la France, elle a plutôt des bonnes pistes de préparation. Je vois que vous avez envie de parler, Julien. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour la conclusion, parce que c'est peut-être vous le plus à même de conclure sur ce sujet. Et on va aller voir du côté des asset managers. Donc, Nicolas Penel de Sycomore. Donc, Nicolas, dans son métier, fréquente beaucoup les assureurs, va les voir de manière régulière. Nicolas, il faut enclencher votre micro, autrement, vous n'allez pas pouvoir répondre. Va les voir de manière régulière et donc échange avec lui sur ce sujet et parle avec lui sur ce sujet. Donc, d'abord, Nicolas, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Qu'est-ce qu'en pensent les assureurs que vous fréquentez au quotidien? Et après, on verra si Alban veut nous dire un mot là-dessus. Et là, pour le coup, ce n'est pas son métier. Et on reviendra à Julien qui nous fera une conclusion. Allez, Nicolas, c'est à vous. Non, mais écoutez, sur le sujet du changement au niveau des assurances vie, je pense que je rejoins ce qui a été dit. Il n'y aura pas de changement fondamental, notamment sur la première tranche, donc sur les 152 500 €, peut-être à venir sur les 20% qui vont jusqu'à donc 852 500 €, mais dans les différents programmes, et notamment celui de Macron, il est clair qu'il n'y a pas de changement qui est à signifier de ce côté-là. Maintenant, sur les différents assureurs que j'ai l'habitude de voir, de rencontrer, avec lesquels j'échange, c'est pour le moment statu quo. Il n'y a aucune raison que les différents barèmes de succession, de donation soient modifiés. Alban, un avis? Pas spécialement, je me fie à l'avis de Nicolas. Vous avez raison, c'est pertinent. On a un bel échantillon de spécialistes. Alors, chose promise, chose due, on revient à Julien qui va nous faire la conclusion, sauf si quelqu'un a un petit mot à rajouter. Donc, David, Maël, un mot à rajouter? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'en sait rien au final. On n'en sait rien. Là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on spécule. Il a fait des annonces dans les journaux, Emmanuel Macron, donc on s'appuie là-dessus. Je suis d'accord avec vous, Bernard. Peut-être qu'il ne tiendra pas ses promesses, mais vraisemblablement, il va les tenir. Et encore une fois, la tranche là, dont vous parlez, finalement, elle concerne très peu de successions. Donc, s'il l'a touché, ça pourrait passer inaperçu pour la grande majorité des Français. Mais en même temps, la dernière fois qu'ils ont touché à la fiscalité des grandes fortunes, elles ont quitté la France. Donc, moi, je ne suis pas persuadé qu'il va se hasarder à toucher cette tranche, finalement, qui ne rapporte pas grand-chose dans les caisses de l'État. D'accord, ok. Alors, juste pour rebondir, donc Maël, il nous dit qu'on n'en sait rien. Ben, si on devait parler que des choses qu'on savait, je sais, on ne parlerait pas grand-chose. Je sais. On retourne à Julien. Donc, Julien, la conclusion, elle est pour vous. Pour conclure, oui, une réforme, vous l'avez dit justement, Bernard, une réforme pour favoriser la circulation de l'argent, les neveux, les nièces, effectivement, on le voit dans nos métiers. Oui, ça, je pense que ce sera le cas. Ensuite, une vraie réforme successorale, de la fiscalité successorale, comme on l'entend parler depuis de nombreuses années, c'est-à-dire avoir une base la plus large possible avec des tranches qui montent très progressivement à l'image de ce que fait l'Allemagne, ce qui est un régime le régime fiscal est particulièrement favorable et particulièrement, en tout cas, le plus équitable possible. Ça, on en entend parler depuis des années, mais il ne me semble pas que ça voudrait dire une réforme un peu de fond en comble de la fiscalité patrimoniale, droit de donation, droit de succession, mais également du reste. Ça, a priori, ce ne sera pas à l'ordre du jour. Donc, je pense que pour conclure, contrat d'assurance vie, je l'espère, a encore de beaux jours devant lui dans la gestion de son patrimoine. Et donc, le numéro personnel de Maël, c'est le 06 07. Non, je plaisante. Et quelle est la fiscalité sur les successions directes à Luxembourg? Sur les fiscales, alors à Luxembourg, vous n'en avez pas. Donc, c'est encore le plus simple possible. En droit de succession en ligne directe, vous n'avez. C'est un peu particulier, mais vous n'avez pas de droit de succession. C'est simplement si votre enfant excède la fraction légale. C'est-à-dire que si vous tapez il n'y a pas une stricte égalité. Vous avez 2 enfants, si un perçoit 60 et l'autre 40, par exemple. Ce qui excède la fraction légale est imposé au droit de succession, mais à 2,5-3%. D'accord. Et c'est quelque chose qui est ancré ou
Oui, en tout cas, oui, ça c'est clair et net. Je pense que vous avez beaucoup quand même, quand vous travaillez avec des ressortissants, en tout cas des gens qui viennent s'installer en France, prendre leur retraite, développer leur activité professionnelle, et ce qui est le cas chez nous par Ruidins, vu qu'on est international. Effectivement, quand vous parlez avec des Suédois, quand vous parlez avec des Belges, quand vous parlez a fortiori avec des Luxembourgeois qui viennent s'installer ou qui ont un lien avec la France et qui se posent la question des droits de succession, c'est vrai qu'ils sont quand même estomaqués par les droits de succession en France, parce qu'on monte en ligne directe à 45% et on y monte très vite. Au-delà d'1 805 000, au-delà d'1,8 million, vous êtes tout de suite à 45%. Donc sur de la clientèle patrimoniale qui a un pied-à-terre en France et un petit peu d'actifs en France, ou tout simplement qui s'installe en France pour sa retraite, mes Suédois qui viennent s'installer sur la Côte d'Azur, c'est vrai qu'ils sont estomaqués de la manière dont vous montez très très rapidement dans les tranches à 20, 30, et avec aucune autre possibilité de donner. À la limite, s'il y aurait un axe de travailler, ce serait dans ce cadre-là. Les Belges ont des droits de succession aussi très importants, 27 ou 30%, mais vous donnez pour rien. Vous donnez pour rien. Donc, si vous voulez payer des droits de succession en Belgique, c'est que vous le voulez. Alors qu'en France, si vous voulez organiser par des donations votre transmission de patrimoine, vous acceptez de payer maintenant ce que vos héritiers auraient dû payer plus tard. Mais vous êtes sur les mêmes barèmes, les mêmes abattements. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'il faudrait travailler pour favoriser, vous l'avez dit tout à l'heure, la circulation de la richesse. Très bien. Eh ben, merci pour cet éclairage et merci pour cette conclusion. C'est maintenant à David avec son point marché. Alors, David, les marchés, ils font quoi là? Ils remontent, ils n'ont plus peur de la guerre, les marchés? Écoutez, avant de regarder ce que les marchés font là tout de suite, on va en profiter. On vient de terminer un trimestre. Alors, généralement, quand on termine un trimestre, on fait un bilan. Et j'aime bien faire ça, d'autant plus que ce trimestre, les marchés ont été bien perturbés. En fait, bon, tout le monde le sait que les performances ont été à peu près partout négatives, mais ce qui est totalement inhabituel, et je tiens à le souligner et à revenir dessus, c'est qu'on a eu une sous-performance des actifs les moins risqués. Donc, en fait, on apprend à l'école que plus il y a de risques, plus il y a de rendement, et donc normalement, plus c'est risqué. Quand les marchés baissent, plus ça baisse. Et bien là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les corrélations entre classes d'actifs ont été totalement inhabituelles. Donc malgré la guerre, on a eu des actifs refuges qui n'ont pas du tout joué leur rôle protecteur et qui ont enregistré également des performances très négatives. Quand on parle d'actifs refuges, ce sont les obligations d'État qui, par définition, doivent être les actifs les plus sûrs, ou encore des monnaies comme le yen qui servent généralement de refuge lorsque tout va mal. Eh bien, ces actifs, ce sont ceux-là même qui ont connu leur plus forte correction depuis des années. Alors, cela s'explique, bien entendu, par la nouvelle hausse des pressions inflationnistes et surtout par la volonté des banques centrales d'accélérer la normalisation des conditions monétaires, à l'exception de la Banque du Japon. Dans cet univers compliqué pour les marchés, les actifs risqués tels que actions ou le crédit, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, sont en baisse beaucoup plus limitée au premier trimestre. Et comme vous le disiez, Bernard, elles se sont même repris au mois de mars. Alors, la bonne nouvelle, si on peut dire ainsi, c'est que désormais, les valorisations de la plupart des actifs sont bien plus raisonnables qu'au début de l'année. On a eu un double effet. D'un côté, les prix le cours de bourse ont baissé et de l'autre côté, les bénéfices des entreprises continuent d'être extrêmement solides. Et donc, comme vous savez, la valorisation des marchés, c'est la division du cours de bourse par les bénéfices. Et donc, si vous avez d'un côté les cours de bourse qui baissent et les bénéfices qui augmentent, vous avez un double effet d'amélioration des valorisations. Alors, la seule classe d'actifs qui a été extrêmement positive, bien sûr, ce sont les matières premières tirées par la guerre et les sanctions contre la Russie. Et bien entendu, c'est la source même de l'inflation. Alors, si on parle, on va quand même dire deux mots de l'inflation parce que c'est quand même le gros sujet. On a eu des chiffres du mois de mars qui ont été publiés cette semaine qui confirment que cette inflation, elle n'a rien de transitoire. Pour la zone euro, accrochez-vous, nous en sommes à 7,5% en glissement annuel. Alors, une grande partie de cette hausse est liée à la progression des prix de l'énergie qui ont progressé de 44% sur un an. J'insiste un peu parce que ce sont des chiffres d'une ampleur sur laquelle personne n'aurait tablé il y a quelques mois. L'inflation cœur, donc quand on exclut les biens les plus volatiles, notamment l'énergie, continue également de progresser. On s'établit à 3% maintenant en glissement annuel. Ce niveau, c'est tout simplement le niveau le plus élevé
depuis la création de l'euro. La situation aux États-Unis est du même ordre et donc les banques centrales n'auront pas de choix que de remplir leur mandat qui est d'assurer la stabilité des prix. La vraie question est de savoir si les économies européennes et américaines seront assez robustes pour encaisser ce changement de politique monétaire. Alors outre-Atlantique, pour le moment, les données sont assez rassurantes. On a eu un taux de chômage américain qui est descendu à 3,6% au mois de mars. C'est très proche de celui de 3,5% qui prévalait avant la crise sanitaire. C'était déjà un plus bas depuis plus de 50 ans. Donc là, on a une preuve de la robustesse de l'économie américaine. La vigueur de l'économie en Europe est beaucoup moins sûre du fait de l'impact plus fort des répercussions de la guerre en Ukraine. Alors pour les marchés, qu'est-ce que cela veut dire? La palissade, ils vont rester très volatiles dans les mois à venir, c'est une évidence. On va avoir des résultats des entreprises pour le premier trimestre qui vont être clés. Et c'est surtout la communication sur les perspectives qui devrait nous éclairer. La grande rotation des valeurs de croissance vers la value ou les actifs décotés va certainement marquer une pause. N'oubliez pas que ce qui est rare est cher. Si on s'inquiète sur la croissance, ça veut dire qu'il y aura moins de croissance. Si la croissance devient rare, ce sont les actions de croissance qui seront recherchées. Idem pour la rotation en faveur des actions européennes. Elle a été stoppée net au cours du trimestre après un début d'année encourageant et quelque chose me fait dire que tant que nous n'y verrons pas plus clair à l'Est, cette grande rotation en faveur des actifs européens va être mise de côté pour le moment. Alors sur ces deux dernières idées, sur grande rotation, valeur de croissance, valeur des côtés et US versus Europe, je pense que ce sont de bons sujets pour débattre rapidement entre nous. Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, on va essayer de le faire sans micro parce qu'on a un petit problème avec votre micro et on entend des grésillements. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la bande passante. La bande passante, elle est bien cohérente. C'est un petit problème de micro. Alors, sur votre analyse, bon, elle est très factuelle. Vous constatez les choses. Donc, ce que j'en pense, c'est que voilà, vous lisez ce que vous voyez. Donc, sur la chute des obligations d'État. Alors, là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que comme les taux ont monté, c'était normal qu'elles baissent et elles auraient monté. Si les taux n'avaient pas bougé, elles auraient monté. Elles auraient joué leur rôle de valeur refuge, ça on le sait bien. Mais comme on a eu un mouvement de ciseaux avec les taux et que les taux, ils ont quand même monté très très fort, c'est-à-dire que un peu avant le conflit, on n'était pas très loin de zéro sur le 10 ans. Alors, en tout cas, avant les bruits de bottes, on va dire, ça avait déjà monté. Mais avant les bruits de bottes, donc là, je parle de mémoire, mais on va dire que le 10 février, on devait être pas très loin de zéro. Et aujourd'hui, on est autour de 1%. C'est quand même une sacrée hausse. C'est vraiment une sacrée hausse. C'est rapide, c'est vif. Et s'il n'y avait pas eu l'effet confiance, ça aurait fait. Ce qui m'a un peu plus étonné, moi, c'est sur ces valeurs value, sur ces valeurs prudentes. Je sais pas, on a l'impression que… D'abord, un truc est sûr, l'argent ne va plus vers elle quand il y a des soucis. Il va ailleurs. Il va clairement ailleurs. Donc là, il est probablement parti sur les matières premières ou sur les fonds de matières premières ou sur des choses comme ça, mais les désengagements, puisque même si on peut faire beaucoup de littérature pour qu'une action monte, il faut qu'il y ait plus de gens qui l'achètent que de gens qui la vendent. Donc, une action peut être très bien, mais si elle est mal aimée, les gens vont la vendre et elle ne montera pas tant qu'il n'y aura pas plus d'acheteurs. Alors après, vous avez les puristes en technique qui vous expliquent que, mais si elle devient vraiment basse, c'est la société qui va racheter ses propres actions pour les détruire parce que c'est techniquement intéressant. C'est vrai, mais ça ne compense pas. Ça ne compense pas. Donc, ces actions, pourquoi elles ont baissé? Parce que les gens les ont vendues. Entre guillemets, qui sont les gens? Les gens, ce n'est même pas les gérants de fonds, parce que qui possède le marché? Ce sont les gérants d'ETF. Donc, quand il y a un phénomène qui se passe à la baisse, ils se recalent sur ce phénomène et tout de suite, en se recalant sur ce phénomène, ils engrangent des masses de ventes. Donc, voilà pourquoi ça a baissé. Et je pense qu'il y a un changement d'attitude, un changement de point de vue, un changement de pensée. Il y a 20 ans, quand il y aurait eu des cracks, des bruits de bottes, des choses comme ça, on serait venu se réfugier sur ces dites valeurs-là et elles auraient monté. C'est ce qu'on a bien connu, entre guillemets, pour vous et moi, David, le crack de notre jeunesse du début des années 2000. Et ben là, pas une, pas deux, et puis hop, les valeurs value, elles ont explosé. Et là, on a vu des petits moments comme ça. Ce n'est plus le cas.
C'est plus le cas. Elles sont toujours aussi rassurantes, hein, mais elles n'explosent plus. Je veux dire, avoir du air liquide en portefeuille, c'est toujours très, très rassurant. Mais non, il n'a pas pris les 15% qu'il aurait pu prendre, ou peut-être même qu'il aurait dû prendre. Donc ça, c'est voilà, toujours un petit peu de temps. Et après, bon, ben, votre phrase, je pense qu'elle est on ne peut plus vraie et qu'il va peut-être falloir l'enseigner. C'est la croissance, quand la croissance est rare, les valeurs de croissance qui continuent à croître sont chères. Là-dessus, je crois que vous avez raison. Voilà. Alors, on va aller vers Alban qui nous a dit tout à l'heure, c'est pas ma partie, je fais confiance à Nicolas. Alors là, Alban, c'est votre partie. Oui, déjà, je me sens effectivement un peu plus concerné. Le point marché, évidemment, a un très fort impact sur la gestion du portefeuille, de nos portefeuilles, même si on reste stock picker. C'est notre cœur, hein. Chez Sycomore, on est principalement des stock pickers, mais évidemment, la macro a un impact très fort sur nos décisions d'investissement. Et c'est vrai que voilà, j'ai suivi avec attention le point marché de David et je rejoins tout ce qu'il a dit. Alors, c'est vrai qu'on a eu un début d'année un peu en deux temps avec une première phase où justement la rotation sectorielle a quand même été très forte jusque mi-février, avec des valeurs de croissance qui se sont quand même fait largement attaquer, hein, mais certaines étaient à des niveaux de valorisation qui pouvaient être jugés comme excessifs, hein, 40, 50, 60 fois le PE parfois. Et du coup, ces titres-là ont pu corriger de 30-40% très rapidement. Et puis ensuite, finalement, il y a eu cette invasion ukrainienne, cette invasion de l'Ukraine par la Russie qui a finalement changé assez nettement le paradigme dans lequel on naviguait au sein des marchés, avec évidemment des grosses craintes sur un ralentissement de la croissance économique, ce qui pourrait donc avoir des décisions sur les banques centrales, hein, qui devaient relever les taux, qui vont relever les taux, c'est évident, ça a déjà été initié, ce mouvement de relevé de taux, mais qui pourrait être peut-être un peu moins agressif que ce qui était attendu par les marchés en tout début d'année, et donc moins pénaliser les valeurs de croissance. Voilà. Après, nous, ce qui est en tant que gérant, ce qui est très important dans nos relations avec les entreprises à l'heure actuelle et les principaux sujets de discussion, c'est vraiment les impacts de la guerre, évidemment. Alors, pas forcément en direct, parce que finalement, peu de sociétés européennes sont exposées directement à la Russie ou à l'Ukraine. Généralement, évidemment, sauf cas particulier, mais généralement, c'est rarement plus de 2-3% du chiffre d'affaires de ces sociétés. Les vraies conséquences, c'est au niveau indirect avec la flambée sur les matières premières, on en a parlé, sur les prix de l'énergie, et qui là va avoir des impacts très significatifs sur la profitabilité des entreprises qui ont un pricing power limité. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde de très près au cas par cas avec les entreprises dans lesquelles on investit, c'est cette capacité à répercuter les hausses inévitables sur les coûts qu'elles vont subir en raison des conséquences de la guerre. Évidemment, plus la guerre s'éternise, plus il faut attendre avant d'avoir un accord entre la Russie et l'Ukraine, et plus ces conséquences peuvent être lourdes. Donc voilà, on n'est pas encore dans un scénario de récession, mais c'est quand même des éléments qui commencent à faire un petit peu peur, un scénario de stagflation, de récession. Donc voilà, ces mots font peur, évidemment, sur les marchés. Et c'est assez frustrant, hein, parce qu'on partait sur une année très dynamique, évidemment, avec une forte croissance des résultats, la réouverture des économies, le Covid qui commençait à être un peu derrière nous. Donc on démarrait l'année plein d'optimisme, hein, sur une belle année boursière encore, après un 2021 très dynamique. Évidemment, le contexte s'est un petit peu alourdi, même si voilà, on espère toujours un petit peu de croissance. D'ailleurs, avec cette guerre, bon, plus personne ne parle du Covid, alors qu'avant, dans les salles de marché, quand même, on regardait ça avec attention pour voir comment ça pouvait perturber ou pas perturber. Là, les augmentations de cas, les nouveaux variants, les problèmes en Chine, les choses comme ça, vous regardez toujours ça avec beaucoup d'attention, ou c'est vraiment devenu un sujet secondaire? Alors oui, on regarde quand même avec attention, mais c'est vrai que c'est devenu un sujet un peu secondaire dans l'esprit des investisseurs, et pourtant les risques sont là, hein, et notamment avec… alors en Europe, voilà, on vit avec le virus malheureusement maintenant, mais du coup ça
toute nouvelle vague. On a vu une nouvelle flambée des cas en France ces derniers jours. Ça n'a plus vraiment un impact significatif sur l'économie puisque voilà, on vit avec le virus. En revanche, en Chine, ils sont toujours dans une stratégie de zéro Covid avec des confinements assez stricts, voire très stricts, quand la flambée, quand il y a de nouvelles flambées épidémiques. Et on le voit ces derniers jours avec Shanghai, qui est très largement confiné à nouveau. Et tout ça, ça peut évidemment avoir des impacts sur la production industrielle et sur les exportations chinoises et contraindre à nouveau les supply chains parce que c'est un des enjeux très importants depuis on va dire le milieu d'année dernière, mi-2021. La demande est forte. La réouverture des économies a fait que la demande était très, très forte sur les marchés. Et par contre, l'offre a du mal à suivre. Et c'est vrai qu'avec ces nouveaux confinements en Chine, plus les restrictions et les sanctions commerciales sur la Russie, évidemment, on complexifie encore les problématiques de supply chain, d'approvisionnement dans certaines matières premières ou certains composants. Et tout ça, ça peut effectivement décaler certaines commandes, ça peut retarder un petit peu la dynamique pour certaines entreprises qui ont des carnets de commandes assez pleins depuis quelques mois. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maël, un commentaire sur les marchés? Non, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je pense qu'on est dans un monde où il va falloir s'habituer à la volatilité. C'est plus normal, je dirais. Finalement, on a connu quelques très belles années ces dernières années où ça montait sans s'arrêter. Et je trouve qu'on retrouve ce qu'on a connu dans les fin des années 2000, début des années 2010. Je trouve ça finalement pas plus sain, c'est pas sain, mais c'est plus normal. Donc, je ne suis pas surpris. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais, enfin, quand vous dites on a connu des très très belles années, on a eu 2008, 2008 qui était en état de choc, 2011 qui était en état de choc, 2018 qui était en état de choc, 2016 où on a eu une alerte. Et après 2020, c'est reparti avec le Covid. C'est juste qu'on oublie, on a cette faculté c'était une belle année. Et une fois que l'onde de choc est passée, on a l'impression que c'était un fleuve tranquille. Surtout que tant que la bourse, après l'onde de choc, revient à un niveau égal ou revient à un niveau plus haut, on se dit de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout, on est revenu. Donc voilà. Mais ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Je dirais que comme ce qu'on dit à chaque fois qu'il y a un choc, maintenant il faut de moins en moins de temps pour s'en remettre. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a eu un choc, par exemple le Covid, on s'en est quand même bien remis. On a fait des belles années, les marchés ont fait des belles années malgré ce Covid. Je dirais qu'avant, il fallait plus de temps pour s'en remettre. C'est ce que on le répète, j'ai l'impression, à chaque émission. Et je trouve que ces dernières années, quand même, malgré tout, on a quand même eu des belles années. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudra vraiment qu'on revienne. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'en remet plus vite? Parce qu'on regarde les indices. Et comme aujourd'hui, les marchés, il est vraiment tenu par les ETF et de manière massive, l'argent va vers des secteurs, les indices remontent vite. Et donc, on a l'impression qu'on est très vite sorti du choc. Mais si on regarde bien, et quand on prend, j'aime bien prendre le CAC 40 parce que c'est un petit indice, il n'y a que 40 valeurs. Mais si on regarde bien, après chaque choc, il laisse un cadavre ou deux. Et il laisse un cadavre ou deux qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, risque de sortir de la cote. Et on voit que, OK, on est maintenant, le CAC, il doit être, là, je parle sous la responsabilité de nos gérants, mais il doit être à -6 depuis le début de l'année ou à -7 depuis le début de l'année. Mais on va se trouver dans le CAC 2-3 valeurs qui sont à -25 ou à -30. Et c'est parce que c'est elles qu'on a l'impression qui ont absorbé la quasi-totalité du choc de la guerre. Et presque, je m'étais amusé une fois, si on retire ces 2-3 valeurs, on va se retrouver avec un CAC positif. Donc, on a une moyenne positive à l'exception des sanctionnés. On a eu ça pour le Covid aussi, ou alors là, rappelez-vous, les valeurs des supermarchés, là, Unibail qui a perdu 80% en 10 jours et qui aujourd'hui est toujours à son niveau. Unibail aujourd'hui est toujours à moins de 50% que de ce qu'il était avant le Covid, donc une semaine avant le confinement. Il n'a toujours pas remonté et chaque onde de choc crée ses cadavres. Donc voilà. Alors, on a Raphaël Césari qui nous a rejoint, qui nous a fait l'amitié de venir. Son temps est rare, son temps est précieux. Il est économiste et stratégiste au Cahier vert de l'économie. Il va nous expliquer pourquoi, comment et en quoi l'intervention russe en Ukraine génère une hausse de l'énergie et comment cette dernière
va venir ou pourrait venir perturber la totalité de notre économie, de nos économies, voire de l'ensemble. C'est quelque chose qui est surveillé de très près par tout le monde et a fortiori par rapport à un cabinet comme celui dans lequel collabore Raphaël. Bonsoir Raphaël, merci d'être avec nous. Et donc alors, voilà. Comment est-ce que ces phénomènes se passent? Comment est-ce que vous les analysez? Comment est-ce que vous les anticipez? Comment est-ce que vous les décryptez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait moins peur? Qu'est-ce que vous voyez avec certitude? Qu'est-ce que vous voyez avec beaucoup moins de certitude et beaucoup plus de doute? C'est à vous. Bonjour. Bon, déjà, j'aimerais dire en premier lieu qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est difficile d'avoir les idées claires et certaines sur l'évolution, je dirais, de l'activité et des marchés par répercussion, comme l'ont mentionné les personnes qui m'ont précédé. Donc, déjà, en premier lieu, le point, c'est les transmissions du choc russe-Ukraine sur l'activité mondiale. Les canaux sont multiples. Déjà, on a l'exposition directe à la Russie-Ukraine. Cette exposition est assez limitée en termes de pourcentage du PIB, que ce soit pour les pays développés et l'Europe. Donc ça, ce n'est pas trop le sujet, c'est moins de 1% du PIB au total. Le sujet est très clair, c'est celui de la dépendance aux matières premières en provenance de Russie, mais pas que, puisqu'on voit bien que compte tenu de l'impact majeur de la Russie et de l'Ukraine sur essentiellement de la Russie pour ce qui est des matières premières énergétiques, mais pour les matières premières agricoles également le cas ukrainien, on a des effets de répercussion et de réverbération très importants sur toutes les matières premières énergétiques et c'est là qu'on a le canal de transmission le plus fort sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie de la zone euro qui dépend énormément. On a beaucoup parlé du gaz russe d'une part, mais également du pétrole. Il faut savoir que environ 40 à 45% des besoins de gaz de l'Europe proviennent de Russie. Et on est à peu près à 25% pour le pétrole. Donc, on a des effets très directs de ce point de vue-là. Et c'est le canal de transmission le plus important pour l'activité mondiale et pour l'activité européenne. Les autres canaux de transmission, ils sont assez clairs, c'est ceux de l'incertitude, incertitude politique d'une part, incertitude d'une manière plus générale qui contribue à réduire l'horizon des entrepreneurs d'une part, des consommateurs également, et également les conditions financières qui se durcissent et qui pénalisent, évidemment, qui renchérissent le coût du capital et qui pénalisent l'investissement. Donc voilà, un ensemble de canaux pénalisant pour l'activité avec des effets probablement, on les estime autour de 1 point, à peu près 1 point sur l'activité mondiale en fonction de l'aspect durable du conflit ou non. On semble s'installer dans quelque chose de relativement durable et c'est très important de le conditionner à l'aspect durable du conflit d'une part et d'autre part donc des effets qui ont été mesurés, quantifiés également par l'OCDE à des niveaux à peu près semblables, autour de 1 point pour la croissance mondiale, un peu plus pour la zone euro, qui est particulièrement affectée par ce conflit, autour de 1,5 point probablement pour l'activité en année pleine en 2022, donc qui nous ramènerait à des niveaux plus décevants, probablement inférieurs à 3% de croissance pour l'activité européenne, ce qui reste malgré tout assez satisfaisant. Alors, parmi les incertitudes, moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend toujours un petit peu, c'est que, OK, Poutine a déclenché la guerre, les premiers chars sont rentrés, dès le lendemain, sanctions, l'Allemagne qui dit on va devoir se passer de gaz russe, les autres qui enchaînent, enfin tout le monde enchaîne et tout. Et je me dis que s'il y a eu une telle réactivité, aussi vite, aussi rapidement, aussi peu raisonnée, aussi peu construite, aussi peu aménagée, je me dis que dès que la guerre va s'arrêter et qu'on va annoncer, de toute façon, comme à toute la fin de guerre, Poutine va dire c'est une grande victoire, Zelensky va dire c'est une grande victoire, Poutine va dire j'ai obtenu que jamais ils font ça, Zelensky va dire nous sommes un pays sans guerre, nous sommes neutres, mais nous allons rejoindre l'Europe. Et en fin de compte, comme après les guerres, on a toujours eu des paix, et bien là, l'Allemagne va peut-être se dire est-ce que je vais dépenser autant d'argent alors que j'ai déjà mes tuyaux, j'ai mon gaz, vaut mieux avoir
des gens avec lesquels on a des relations commerciales, c'est toujours mieux à leur dire, attendez les gars, on peut vous arrêter les relations. Enfin, et en fin de compte, on va continuer à en parler, et puis petit à petit, on ne va pas faire ce qu'il faut, et OK, ça va revenir un peu comme à l'habitude. Alors, sur ce sujet précis du gaz, Raphaël, vous en pensez quoi? Ça me paraît un petit peu difficile d'envisager un retour au statu quo pré-guerre de manière, c'est-à-dire ce qu'on connaissait auparavant, compte tenu du contexte qu'on a, hein, on a un renforcement. C'est-à-dire au niveau européen, il faut élargir un petit peu, hein, on a une question de dépendance énergétique qui est évidente, qui fait face également aux défis du changement climatique et les aspects d'énergie renouvelable. Donc, c'est un aspect qui est vraiment fondamental. Il y a des questions aussi d'Europe militaire, hein. On voit bien les annonces qu'on a eues du côté des Allemands, hein, qui ont fait vraiment depuis 20 ans. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui nous a pénalisé au niveau européen, hein, la naïveté en quelque sorte des européennes à l'égard de la Russie, hein, et on voit bien où ça nous mène maintenant. Et je n'ai pas le sentiment qu'on puisse revenir à un statu quo, hein, pré-guerre. Cela dit, ce qui est évident, et on le voit bien dans la réaction des prix des matières premières, c'est que la réaction initiale a été très robuste, hein. On a touché à peu près $140 du baril en séance. On a beaucoup baissé depuis. Et donc, il faut s'attendre, si on a une normalisation, comme vous l'évoquez, avec un cessez-le-feu en particulier, on peut s'attendre, hein, les sanctions, elles sont conditionnelles au comportement de la Russie, hein. C'est quelque chose qui peut évidemment s'ajuster assez rapidement. Alors, c'est le propre des anglo-saxons, mais ce sera le cas probablement également de l'Union européenne. Et c'est conditionnel au comportement, hein, et aux actions du côté russe. Alors, la dépendance est très importante, hein, vous l'avez noté, hein, de l'Europe à l'égard de la Russie, hein, on l'a mentionné, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur le pétrole. La question est celle de notre capacité à substituer essentiellement le gaz et le russe à l'égard de la Russie. Elle est évidemment, pour le pétrole, il y a moins de sujets parce que le pétrole, évidemment, c'est plus facile de le transporter. Pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Le gaz, il y a deux moyens de transport, vous les connaissez, c'est par gazoduc ou par gaz liquéfié. Et pour ça, il faut avoir des terminaux de regazéification, en l'occurrence en Europe, ce qui n'est pas le cas en particulier de l'Allemagne, qui dépend malheureusement beaucoup du gaz russe, hein. Je dis malheureusement, hein, c'est eux qui se sont formés dans ce schéma-là. Et donc, en réalité, on importe à peu près 150 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie. Et donc, trouver à court terme un moyen de remplacer cette offre, c'est assez compliqué. Donc, on va avoir probablement des difficultés, pas maintenant, puisque là, évidemment, on a un changement climatique que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on passe au printemps, pour être clair, dans l'hémisphère nord. En revanche, on va avoir des difficultés, a priori, si la donne continue, hein, telle qu'elle est actuellement, à l'automne. Voilà. Donc, il faut bien tenir compte de ça. On ne peut pas changer en 6 mois. Il y a un plan qui s'appelle Repower EU, qui a été sorti très rapidement post-début de la guerre en Russie-Ukraine. Il est très ambitieux. Réduire de 60 ou 66% la dépendance au pétrole russe à horizon 1 an, c'est ambitieux et optimiste. Alors, deux sujets là-dessus. Et je pense que vous l'avez bien cerné, vous m'aviez déjà expliqué quand on a préparé l'émission. Il y a le sujet du pétrole, ce n'est pas vraiment un sujet parce que le pétrole, ça s'achète assez vite ailleurs et de toute façon, les Russes peuvent le vendre encore plus vite ailleurs. Et là, j'ai lu dans la presse qu'ils étaient à 2 doigts de signer un accord avec l'Inde qui allait probablement acheter tout le pétrole que les Russes pouvaient livrer. Et donc, nous, on achètera un petit peu plus de pétrole à d'autres partenaires. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Par contre, le gaz, c'est un sujet, parce que si j'ai bien compris, le vrai sujet, ce sont les infrastructures. Soit on l'amène avec des tuyaux, donc avec un gazoduc, soit on l'amène avec des bateaux, et il faut des terminaux et des choses comme ça. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je pense qu'à partir du moment où les choses vont se calmer, de toute façon, les choses se calmeront, que ce soit dans 1 mois, dans 4 mois ou dans 1 an, elles vont finir par se calmer. D'abord, pour construire des terminaux, pour construire d'autres gazoducs,
ce sont des investissements gigantesques et c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact environnemental puissant, important et fort. Et si on veut, alors là, on demandera à Alban peut-être s'il a une connaissance là-dessus, ou si vous savez, si on devait transporter par bateau le gaz qu'on reçoit par gazoduc, même si on avait suffisamment de bateaux et que les terminaux existaient, est-ce que l'impact environnemental est nettement plus fort d'un transport par bateau que par gazoduc, ou est-ce que c'est à peu près le même? Vous savez? Non, pas précisément. Alors, on va J'ai pas d'avis demander particulier. à Alban, qui gère à fond un petit peu ESG sur les éco-solutions. Vous avez une idée de l'impact environnemental d'un transport par bateau ou par gazoduc? Alors, je n'ai pas les données comparatives, mais je pense, en tout cas, au travers de notre métrique d'impact, on mesure sur le référentiel de la mobilité le transport par bateau qui est vraiment très mauvais. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit plus mauvais par bateau que par gazoduc. Ok, merci. Alors, en plus, ça paraît logique. Donc là, je me réadresse à vous, Raphaël. Ce sujet d'environnement, ce sujet de maîtrise de l'impact carbone, des choses comme ça, c'est un vrai sujet dans le monde occidental. D'ailleurs, là, je suis un peu méchant. C'est un vrai sujet dans le monde entier et tout particulièrement dans le monde occidental. C'est automatiquement quelque chose qui serait pris en ligne de compte. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que dans le cadre de la transition énergétique, puisqu'on parle de ça, le gaz naturel est une énergie vraiment très intéressante dans le cadre de la transition. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est pilotable. On peut démarrer des centrales à gaz très vite. Donc, typiquement, ça vient très bien en complément d'énergie solaire ou d'énergie éolienne qui, par construction, sont intermittentes. Tant qu'on ne peut pas les stocker, et ce qui n'est pas le cas de manière massive pour le moment, il faut pouvoir pallier les déficiences ponctuelles de vos installations solaires, de vos installations éoliennes en démarrant rapidement. Et les centrales à gaz étaient idéales pour cela. Et donc, malheureusement, on voit bien que là, on est en difficulté de ce point de vue-là et il va falloir probablement se réorienter sur d'autres énergies qui sont pilotables, pas de manière aussi rapide, mais dans des périodes de montée en puissance, typiquement en hiver, on pense au nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle on entend, en particulier au Royaume-Uni, des velléités d'accélérer, de reprendre en partie des programmes nucléaires. Ça a été le cas également d'annonces qui ont été effectuées en France ces derniers jours. Ok, alors le nucléaire, c'est aussi un des sujets qu'on a vu en préparant l'émission. C'est entre 10 et 15 ans pour le mettre en place. Mais j'ai envie de dire, dans 10 ou 15 ans, peut-être que Poutine sera mort, peut-être qu'il y aura un autre dirigeant qui sera le dirigeant le plus démocratique que la Russie ait jamais eu. Enfin, il peut se passer tellement de choses. Et là, on va dire quoi? On va dire on n'achète pas le gaz aux Russes, alors que ce sera nos meilleurs amis du moment. Enfin, une espèce de révolution démocratique en Russie. On voit qu'il y a des vraies aspirations à des changements. On voit que malgré une police très forte, malgré quelque chose de très fort, on a une espèce de Russie avec un Saint-Pétersbourg et un Moscou très occidentalisés, partiellement occidentalisés, avec une incompréhension de cette guerre, et on va dire plutôt des territoires de l'intérieur, des territoires reculés, plutôt très, très musclés, avec une envie de montrer une Russie forte. Donc ça va être une question. Et après, il y a une deuxième question aussi, un sujet sur lequel je voulais venir et peut-être faire intervenir un peu les autres. Vous avez parlé de la naïveté européenne suite à l'armement. Alors, là, je ne suis pas d'accord, parce que les Européens n'ont plus un niveau d'armée et un niveau égal pour faire une guerre symétrique, mais la Russie non plus. Et de toute façon, aujourd'hui, les campagnes sont des guerres asymétriques. Et on voit vraiment que la raison pour laquelle l'Ukraine résiste, c'est parce qu'on est dans une totale asymétrie. Et les Russes ne veulent pas bombarder systématiquement. Et les Ukrainiens reçoivent des armes des Européens. En veux-tu, en voilà, des armes pour une espèce de guérilla high-tech. Ils ont les drones des Turcs avec lesquels, semblerait-il, ils ont fait vraiment de très forts dégâts. Ils ont les missiles sol-sol et sol-air qui empêchent les Russes d'utiliser son armement. Donc, dans ces guerres asymétriques, franchement, si l'Allemagne avait eu des avions en plus et la France 2 porte-avions en plus,
je ne vois pas ce qu'on aurait fait. De toute façon, on ne serait pas allé combattre la Russie parce que là, c'est une guerre nucléaire. Et donc là, c'est une autodestruction, même si c'est une autodestruction conjointe, mais c'est une autodestruction. Est-ce qu'on aurait envoyé plus d'armes? Non, puisque les armes qu'on a, on ne veut pas les envoyer. Donc l'Amérique a refusé d'envoyer des avions à l'Ukraine. La Pologne a dit, moi, je veux bien donner mes avions à l'Amérique, mais je ne les donne pas directement à l'Ukraine parce que je ne veux pas que ça me retombe dessus. Et je crois que la Serbie est un autre pays qui potentiellement aurait pu envoyer aussi des avions à l'Ukraine, l'a pas fait. Donc, je ne pense pas que si on avait été mieux armé, un, Poutine n'aurait pas attaqué, et deux, on aurait fait plus. Donc, deux sujets pour me résumer, sur lesquels je vous pose la question et après on verra les autres. Est-ce que vraiment cette naïveté, cette non-naïveté nous aurait servi à quelque chose? Et l'autre sujet, qu'est-ce qu'on va faire si dans quelques années, quand on aura construit nos centrales nucléaires et quand on aura eu des terminaux portuaires pour le gaz, on a le régime le plus démocratique que la Russie ait jamais connu de sa vie? Alors, je vais commencer par la deuxième question en premier. La question, c'est celle de l'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, là, vous dépendez de manière évidente. On pense évidemment à Nord Stream 2, qui a été signé. Il faut quand même avoir en tête que Nord Stream 2 a été validé en 2015. En 2015. Donc, vous voyez, du côté de la Russie, après les exactions commises en 2014. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est pour ça qu'on parle de forme de naïveté. Ou en tout cas, je ne sais pas si on peut… Enfin, nous, on parle de naïveté, mais on pourrait évoquer, je ne sais pas, c'est une forme de souplesse, peut-être, du côté allemand à l'égard de la Russie. La question, c'est celle de l'indépendance. Peut-être que les Russes vont changer de fusil d'épaule, mais on ne peut pas compter là-dessus. En tout cas, vous êtes à risque, si vous êtes en risque vis-à-vis de la Russie, et on l'est. On l'a été de manière croissante, on l'est de manière évidente. Est-ce qu'il faut réduire ce risque dans les années à venir? Pour nous, il me semble que la réponse est probablement oui. C'est-à-dire que sinon, vous vous mettez dans une situation qui est celle dans laquelle on est actuellement, de ne pas savoir comment vous allez pouvoir passer l'hiver en termes de chauffage, puisque un des points très importants pour les ménages, c'est la capacité à se chauffer. 40% en France, c'est des chiffres qu'on a regardés récemment, 40% des besoins de chauffage résidentiel sont issus du gaz. Donc le risque, et d'ailleurs dans le plan Repower EU, on le voit très bien, la réduction de la dépendance à l'égard de la Russie. Alors là, on a un petit problème. Donc, Raphaël, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous nous entendez. Donc, oui, on ne peut pas parier là-dessus. En tout cas, il faut envisager un petit peu d'autres scénarios que de devenir le meilleur ami du monde avec la Russie. Ça, c'est un premier point. Après, en ce qui concerne l'aspect militaire, le problème, c'est que du côté européen, c'est la dépendance à l'égard de l'OTAN. Là, actuellement, on a un président, Joe Biden, avec qui on entretient de bonnes relations, qui manifestement donne des informations assez précises à l'armée ukrainienne dans le cadre du conflit pour assister en termes de frappe. C'est ce qui semble être le cas. Je vous rappelle que les midterms, c'est cette année, en 2022, que les élections américaines, c'est dans un peu plus de 2 ans, et qui pourrait revenir éventuellement, en tout cas ce dont on parle dans les marchés et pas que, peut-être Donald Trump. Et Donald Trump, à l'égard de l'OTAN, n'a pas la même vision que Joe Biden. Donc, c'est important. On a un sursaut européen sur le plan énergétique, sur le plan militaire, en termes d'indépendance. C'est quelque chose, à mon avis, à notre avis, qu'il faut entretenir sur la durée. Mais peut-être que d'autres personnes ont d'autres avis. Alors, juste, on va voir si on a des réactions sur ces 3 sujets. Donc, le premier sujet qui a été détaillé, c'est d'un côté les sanctions, mais surtout une volonté d'indépendance. Donc, une volonté d'indépendance, ça veut bien entendu dire qu'on ne va pas chercher 20% de notre gaz chez quelqu'un d'autre, mais où on est réparti chez plusieurs personnes, et dans ce cas-là, on peut se passer de n'importe lequel de nos fournisseurs très rapidement parce qu'il n'a pas un taux trop élevé. Mais en même temps, on cherche une indépendance énergétique chez nous. Donc, on augmente nos capacités à fabriquer de l'énergie. Première des choses. Deuxième des choses,
quel est le rôle du militaire, quel est le rôle du militaire là-dessus? Et est-ce que avec un militaire plus renforcé, avec de meilleures capacités européennes, avec une meilleure armée européenne, avec de meilleurs moyens, est-ce que ça aurait changé le cours des choses? Est-ce qu'on aurait fait des choses qu'on n'a pas fait aujourd'hui si on avait eu juste une meilleure armée? Et troisième point que je n'avais pas soulevé, mais que Raphaël a introduit, Biden, les relations avec les États-Unis, qu'est-ce qui pourrait se passer après Biden? Et ce qui est quasiment sûr, enfin presque, là je pense que personne ne va avoir un avis contraire, c'est qu'aux prochaines élections, il ne va pas se représenter Biden vu son âge et les choses comme ça. Donc j'ai dit pratiquement sûr, bon, il y a toujours une petite zone d'ombre. Allez, rapidement, David, un mot, et après on verra si quelqu'un veut faire une conclusion avant de laisser vraiment conclure Raphaël. Je pense que… Attention David, enlevez le micro David parce qu'on a un très très mauvais son. Allez-y, essayez de parler. Non, ce qu'il faut, c'est que vous déconnectez le micro de votre ordinateur et que vous parliez dans l'ordinateur. Je pense que les problèmes viennent du micro. Regardez si ça passe. Débranchez votre micro. Passez dans… Non, là, on ne vous entend pas du tout. On ne vous entend pas du tout parce que vous n'avez pas déconnecté le micro. Allez-y. Parlez. Ouais, on ne vous entend pas. David, il faut que vous activiez le micro. Là, je vois à l'écran que votre micro n'est pas activé. Voilà, là, vous êtes activé. Non. OK. Essayez de trouver une solution. On va, et on revient vers vous. Alors, Alban, vous voulez intervenir rapidement sur ces 3 points? Alors, oui, sur la dépendance énergétique, c'est justement quelque chose sur lequel on est très attentif et qui est assez favorable au positionnement du fonds que je vais présenter, Sycomore Eco-Solutions. C'est vrai que voilà, on sait que 40% de la consommation de gaz en Europe provient du gaz russe et qu'il y a déjà des objectifs affirmés très forts de baisse de la dépendance à 2/3 d'ici la fin d'année et ensuite d'ici 2030 totalement. Donc voilà, c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des investissements dans les énergies renouvelables qui vont être nécessaires, dans l'efficacité énergétique aussi. Et alors, c'est vrai que peut-être que les relations diplomatiques avec la Russie se normaliseront dans les années à venir, on le souhaite évidemment, hein. Mais il y a aussi l'enjeu environnemental. De toute manière, il va falloir, l'Union européenne s'est engagée à la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir réduire notre dépendance aux énergies fossiles, gaz et pétrole. Alors, même si le gaz a un impact un peu moins négatif que le pétrole, évidemment, sur les empreintes, en termes d'empreinte carbone, et d'ailleurs a été qualifié comme activité verte dans la taxonomie européenne, mais néanmoins, il va falloir réduire cette dépendance. Donc, je pense qu'à terme, quoi qu'il arrive, on baissera notre dépendance au gaz russe, même en cas de normalisation des relations avec la Russie. Sur l'élection de Biden, je vous rejoins. Je pense qu'un mandat sera… il y aura un seul mandat de la part de Joe Biden. Après, est-ce qu'on a un retour de Donald Trump? J'en suis pas convaincu néanmoins, mais voilà, il y aura évidemment… Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que finalement, le grand perdant du conflit russo-ukrainien aujourd'hui, c'est plus l'Europe que les États-Unis, puisque les États-Unis ont, eux, dans leur panel de sanctions, déjà annulé leur consommation de gaz et de pétrole russe, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins dépendants que l'Europe. Et donc, en termes de flambée des prix de l'énergie aux États-Unis, c'est beaucoup moins impactant pour eux que si on prenait la même décision en Europe. OK, super. Julien, un petit mot? Je suis assez d'accord avec ce que disait Raphaël. Moi, je pense que si l'Europe, en tout cas de manière plus large, hein, si l'Europe, elle veut toujours avoir son destin en main, je pense qu'il faut qu'elle agisse à la fois sur la dépendance énergétique. On le voit bien que une des meilleures armes de sanctions contre la Russie serait de stopper les importations de gaz, sauf que c'est juste pas possible. Dans cette hypothèse-là, vous mettez l'Allemagne à zéro, et là, vous rentrez vraiment en récession.
Et donc, tous les efforts, on en avait parlé, qui ont été faits pour sortir de la crise précédente du Covid, les centaines de milliards qui ont été déversés, ils n'ont servi à rien, tout simplement. Donc, on a besoin de cette dépendance énergétique, surtout que ça s'inscrit dans le sens de l'histoire vers une économie de plus en plus décarbonisée. Et puis, je pense que la défense européenne, cette fois, c'est maintenant. À chaque crise politique, chaque crise grave, que ce soit lors du conflit au Kosovo, que ce soit lors de l'annexion de la Crimée ou même lors des attentats de Paris en 2015, on a toujours cru que les Européens, ils allaient prendre leur destin en main pour assurer leur propre défense. Je pense que le retrait des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, il s'était fait sous Trump, mais il s'était déjà fait sous Obama, qui était beaucoup moins tourné vers l'Europe, mais beaucoup plus tourné vers l'Asie en termes stratégiques et géopolitiques. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Et il faut qu'on ait c'est pas une question d'argent, parce que la somme des budgets militaires, je lisais, des 27 pays européens, c'est 235 milliards, ça dépense le budget de défense de la Chine. Je pense que l'argent, on l'a. C'est peut-être un manque de volonté. Et on peut se poser la défense européenne. Ça fait 30 ans que ça piétine, alors que la monnaie unique s'est faite en moins de 10 ans. Et dans le futur, on aura peut-être besoin du retour de cette défense européenne pour que l'Europe compte en termes de division, comme disait l'autre. Ok, allez, on a pris pas mal de retard. Raphaël, on vous laisse la conclusion d'un petit peu tout ça, de mettre les choses. Juste un point sur le militaire. Voilà. Là, on entend des sérieux bruits de bottes en Bosnie-Herzégovine et les minorités serbes de Bosnie pourraient déclarer assez rapidement qu'elles veulent un rattachement à la Serbie, ce qui entraînerait probablement une déclaration des minorités serbes du Kosovo qui voudraient un rattachement. Et je ne sais pas comment l'Europe va réagir, mais voilà, ce n'est pas plus d'armes qui nous ferait trouver une meilleure solution. Bon, c'est juste mon avis. On revient à notre professionnel et à notre spécialiste Raphaël, et on vous laisse conclure sur ces sujets. Bon, très rapidement, donc sur le plan macro, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Ce que disaient les différents intervenants, c'est la dépendance. Vraiment, le choc matière première, c'est ça qui va nous pénaliser dans les prochains trimestres en Europe, au niveau mondial, évidemment également, mais de manière moins prononcée. Une croissance moins solide en Europe, des effets assez notables, probablement de l'ordre de 1,5 points, ce que je vous disais, les chiffrages de l'OCDE qui sont très conformes à ce qu'on pouvait estimer, nous, de notre côté. On ne va pas en récession a priori, tout dépend évidemment de la durée du conflit. On va avoir aussi, et ça c'est un point important qui a été évoqué précédemment, on va avoir des effets inflationnistes assez importants, probablement de l'ordre de 2 points en zone euro. Donc des effets de modération de l'inflation qu'on pouvait envisager précédemment qui vont être reportés dans le temps. Ça fait qu'on a une politique monétaire qui n'est pas un moteur, je dirais, aussi favorable qu'il a été par le passé non seulement, mais qui va être pénalisant dans les trimestres à venir et qui va pénaliser à la croissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette soupape de sécurité qu'on pouvait avoir à l'époque lors du Covid, ce que vous évoquiez précédemment, avec l'idée qu'on avait eu un rebond des marchés, le rebond des marchés qui avait été soutenu par l'activité et par l'assouplissement inédit des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Donc une situation qui est quand même moins favorable, moins porteuse, malheureusement, pour les marchés, pour la macroéconomie et pour les marchés d'actifs, en particulier les actifs risqués, malheureusement. Eh bien, mille merci Raphaël, mille merci pour avoir accepté de venir, de participer à votre émission, avoir partagé un peu de votre temps et avoir fait ça très sympathiquement, dans la joie et dans la bonne humeur. On vous souhaite une très bonne soirée et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et c'est maintenant au tour d'Alban Préaubert de Sycomore, qui est déjà un petit peu intervenu dans la première partie de l'émission, qui va nous parler plus précisément de son fonds Sycomore Eco Solutions. Donc, comme vous l'aurez compris, le mot éco, ça relate de l'écologie, de tout ce qui est dans ces nouveaux écosystèmes, et d'essayer à trouver un fonds qui capte ce nouveau monde, ce monde de demain qui va utiliser beaucoup de technologies pour avoir une terre plus propre, moins consommatrice, plus capable d'être partagée par les 7-8 milliards que nous sommes déjà et les futurs 10 milliards que nous serons sans doute.
tout ça avec un système propriétaire, des choses inventées, une approche différente. Donc, dans la mouvance de l'ESG, mais différemment, avec un point de vue différent. Ben, j'en dis pas plus et c'est maintenant à vous, Alban, de tout ça, de nous expliquer tout ça. Bien, ben merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous expliquer quelques-uns des éléments qui justifient notre confiance sur ce produit, sur le positionnement de ce produit. Alors même s'il y a beaucoup d'incertitudes et de volatilité à court terme, hein, on l'a dit, mais sur le long terme, sur le moyen terme, il y a vraiment a priori pas de débat sur le positionnement porteur de ce fonds, hein, puisque pour les années à venir, je crois qu'il y a vraiment encore une fois, pas de questionnement. Hein, le fait que la transition écologique et énergétique est en marche et que rien ne peut plus l'arrêter ne fait plus de débat. Hein. Donc, chaque jour, on a des nouvelles données qui alertent sur l'état de notre planète. Il y a quelques semaines, c'était le service européen Copernicus qui révélait que les 7 dernières années avaient été de loin les plus chaudes jamais enregistrées et que des records de concentration de CO2 et de méthane avaient été relevés. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui décèdent chaque année en raison de la dégradation de l'environnement et notamment de la qualité de l'air. Donc finalement, c'est plus de décès chaque année liés à la dégradation de l'environnement que de décès liés à la pandémie depuis qu'elle a émergé en 2020. On sait aussi qu'il y a les rapports du GIEC. Il y en a eu un important l'été dernier notamment. Il y en a encore eu un il y a quelques semaines. Et à chaque fois, ces rapports tirent la sonnette d'alarme en rappelant que si des actions immédiates, rapides et à grande échelle ne sont pas menées, le seuil de 2 degrés de réchauffement climatique qui avait été fixé comme objectif par la COP21 deviendrait rapidement hors de portée et que sur la trajectoire actuelle, on est sur une trajectoire de réchauffement de 2,7 degrés. Donc, il y a besoin d'accélérer cette transition écologique énergétique et je pense que maintenant, tout le monde en est parfaitement conscient, donc que ce soit les citoyens, les régulateurs, les investisseurs ou encore les gouvernements. Et justement, pour les gouvernements, on voit que cette prise de conscience s'est encore accélérée au cours des dernières années, et notamment du fait de la pandémie. Et on l'a vu avec la mise en place de grands plans de relance qui accordent une part très importante à une relance verte, une relance durable, très tournée sur la transition écologique et énergétique. Donc, c'est le cas en France, hein, avec ce plan de relance avec 70 des 100 milliards d'euros qui étaient prévus sur la transition énergétique l'an dernier. On a également en Europe le fameux Green Deal, hein, au cours duquel 143 milliards d'euros de subventions sont prévus pour 2022. Et évidemment, c'est le cas aussi aux États-Unis, hein, où le plan de relance de Joe Biden, Build Back Better, prévoit 1 750 milliards de dollars d'investissement. Donc, toutes les sociétés qui apportent des solutions à la transition écologique et énergétique doivent bénéficier évidemment de ces plans de relance et de ces investissements massifs dans les infrastructures vertes à travers le monde. Il y a un autre élément qui est très porteur pour les sociétés vertes en 2022, c'est justement la mise en place de la taxonomie européenne qu'on a rapidement évoquée tout à l'heure. Donc, il y a eu pas mal de retard, d'incertitudes, mais l'acte délégué a enfin été publié au mois de novembre dernier. Et donc, voilà, on a vraiment maintenant de la visibilité. La taxonomie européenne se met en place depuis le 1er janvier, en incluant notamment le gaz et le nucléaire. On en a parlé tout à l'heure. Et puis évidemment, un dernier des éléments vraiment structurellement favorables à ce fonds, au positionnement du fonds, c'est cette dépendance énergétique, hein, avec cette nécessité pour les pays en Europe, mais également à travers le monde, d'assurer leur indépendance énergétique. Et tout ça, ça passe par des investissements renforcés encore dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique ou encore dans les biocarburants. Alors, le fonds, je vous interromps un petit peu. Le fonds, c'est un fonds européen, c'est un fonds mondial? Alors, on a 2 versions du fonds de la stratégie Sycomore Écosolutions chez Sycomore. On a un fonds qui s'appelle Sycomore Europe Écosolutions, qui est le fonds le plus ancien, qui a été créé en 2015, donc un track déjà éprouvé. Et on a lancé récemment, en décembre dernier, la version globale également, Sycomore Global Écosolutions. Donc, le fonds Sycomore Europe Écosolutions que je vais vous présenter en priorité, même si les deux ont le même process d'investissement que je vais pouvoir vous détailler. Mais donc, Europe Écosolutions aura un biais Europe très fort, hein, puisqu'il est PEA. Donc c'est un fonds PEA donc avec une prédominance Europe forte.
OK. Alors, le fonds, il va être concentré sur quelques valeurs ou il est très large et on va retrouver beaucoup de valeurs? Alors, en général, c'est un fonds qui est relativement concentré, mais ça reste quand même investi entre 50 et 70 valeurs. Donc, on a une diversification sectorielle qui est assez forte. Il y aura des biais sectoriels importants, évidemment, hein, puisque je pourrais parler de notre métrique d'impact, l'ANEC, qui fait partie de notre process d'investissement pour aller sélectionner les valeurs les plus vertes. Donc, évidemment, on va se focaliser sur les secteurs qui ont un impact important à jouer dans la transition énergétique. Donc, évidemment, sur l'énergie, ça peut être les énergies renouvelables, ça peut être, je parlais des biocarburants, tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique ou à l'électrification. Il y a également tout ce qui est lié à la mobilité durable, le rail en particulier, mais pourquoi pas la mobilité vélo également, ou l'allègement du véhicule, le véhicule électrique. Il y a tout ce qui est lié à la construction durable, efficacité énergétique des bâtiments notamment, isolation. Et enfin, il y a tout ce qui est lié à la gestion, à l'économie circulaire en fait, avec les ressources naturelles, l'épuisement des ressources naturelles, et puis et donc la gestion durable des ressources naturelles et les écoservices se font. Il y a vraiment de très nombreuses sous-thématiques environnementales qui peuvent être jouées. Alors oui, on va être on commence à avoir une liaison Internet sur d'autres secteurs. Et Nicole, Alban, vous m'entendez? Donc, la liaison qu'on a avec vous en Internet, oui, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très bonne. Vous avez une connexion qui est dite instable. Ah mince. Pourtant, je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Et... Ah, là, ça y est, j'ai l'impression que c'est revenu. On vous entend. On va croiser les doigts. Alors, juste pour reprendre ce que vous avez dit. Donc, à l'intérieur du fonds, vous avez mis vos catégories et vous avez classifié. Et donc, vous avez des catégories et vous allez, dans ces catégories, chercher les valeurs qui vous semblent le mieux être le plus en avance dans la norme de demain. Parce qu'en fin de compte, c'est ça que vous dites. Vous dites demain, de toute façon, ça sera la norme de tout le monde. Les valeurs qui sont en avance sont des valeurs qui vont tirer parti plutôt que les autres de cette norme. Donc, à un moment ou à un autre, on va le voir sur les profits. Exactement. Et donc, ces valeurs, attendez, je n'ai pas fini. Et donc, ces valeurs vont monter. Est-ce que vous pariez aussi sur le fait que les gérants dans un mouvement qui est un mouvement planétaire de tout le monde vont aussi se dire moi, attendez, demain, je présente mes résultats, demain, j'ai mes actionnaires, j'ai mes trucs, je ne veux pas telle valeur parce qu'ils vont me dire que ça, c'est la poubelle du monde. Cette valeur, tout le monde en parle comme étant la nouvelle pépite de demain qui va nettoyer les océans et nous faire revenir 50 ans en arrière sur la propreté des mers. Donc, il faut que je la mette parce qu'autrement, tout le monde va me dire « Mais enfin, monsieur, pourquoi vous n'en avez pas ?» Est-ce que vous pensez qu'on a un vrai phénomène comme ça? Alors, on l'a toujours eu, ce phénomène, mais aujourd'hui, suffisamment fort pour vraiment pousser les valeurs et pour faire bouger la cote. C'est-à-dire que rajouter une cote d'amour supérieure à la cote financière aux valeurs boursières. Oui, c'est évident. Les flux ont un rôle très important aussi dans les valorisations des entreprises. Et c'est vrai qu'il y a des flux vers les fonds verts qui sont très massifs, hein, des réallocations qui sont très importantes de la part des investisseurs. Et on le sent très fortement. Après, c'est important aussi pour nous de rester rationnel, d'être attentif aux valorisations. Il y a parfois des bulles qui peuvent se créer sur certaines sous-thématiques environnementales avec justement comme ça un attrait vers des valeurs identifiées comme des valeurs clés de la transition énergétique. Et nous, c'est important pour nous de faire nos modèles et de voir si la valorisation reste justifiable. Si je prends l'exemple de l'hydrogène, il y a eu une mode autour des valeurs de l'hydrogène il y a quelques trimestres. Et finalement, même si on est convaincu que l'hydrogène va effectivement avoir un rôle important dans la transition énergétique et écologique, aujourd'hui, on n'arrive pas à justifier les niveaux de valorisation de certaines valeurs ou encore dans certains fabricants de véhicules électriques qui ont fait leur IPO récemment aux États-Unis. Je pense à Rivian, Lucid, etc., qui ont une capitalisation boursière qui est aujourd'hui supérieure à finalement General Motors, plus Ford, plus PSA, plus Renault, plus Toyota réunis, alors qu'aujourd'hui, ils vendent aucun véhicule et qu'au sein même de constructeurs automobiles plus traditionnels, il y a des solutions vers l'électrification ou le véhicule hydrogène qui sont en train de se développer. Donc,
il faut garder les pieds sur terre aussi, et c'est important pour nous d'avoir des modèles à chaque fois où on arrive à justifier les valorisations des sociétés dans lesquelles on investit. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie croissance vers toutes ces valeurs sous-jacentes à toutes ces valeurs vertes. Alors, vous voulez bien nous donner 2-3 exemples de valeurs qui sont plutôt des valeurs un peu connues sur lesquelles vous investissez, et peut-être même des valeurs qui pourraient être surprenantes, où on pourrait se demander à premier abord pourquoi elles sont dans votre fonds et nous expliquer pourquoi elles sont dans votre fonds? Alors bien sûr, on aime bien l'exemple de Shimano. Alors là, justement, on sort de l'Europe, mais on est chez le leader des composants pour vélo, un acteur japonais qui a vraiment une position de quasi-monopole sur certains composants du vélo. Et c'est vrai qu'avec la tendance pour la mobilité vélo favorable, avec des villes qui ont de plus en plus d'infrastructures autour des pistes cyclables, des investissements, aussi des subventions pour les acheteurs de vélos, vélos électriques en particulier. Il y a des dynamiques de croissance qui sont très très fortes sur toute la thématique vélo, et c'est pour ça qu'on est donc investi en Shimano, où on était investi dans Axel Group, qui était le leader européen des vélos électriques et qui vient de se faire racheter justement par un fonds de private equity, KKR, avec une belle prime. On est aussi investi dans des sociétés assez emblématiques comme Schneider, qui a récemment annoncé, Schneider Electric, qui a récemment annoncé lors de son CMD, donc Capital Market Day, de sa volonté de continuer à croître ses revenus de 5 à 8% par an sur les 3 prochaines années, soutenu par les grandes dynamiques d'électrification, d'automatisation et de digitalisation. Et donc, on a aussi, donc là, on est plutôt sur des valeurs on va dire de croissance, mais on est un fonds qui est capable de jouer à la fois des valeurs de croissance, mais aussi des valeurs plus cycliques industrielles, type Saint-Gobain, qui se paye aujourd'hui moins de 12 fois le PER, alors qu'il y a eu une profonde transformation de la culture d'entreprise chez Saint-Gobain depuis que Benoît Bazin tient les rênes de la société. Et encore une fois, il va y avoir une accélération des investissements dans la rénovation des bâtiments qui devrait leur permettre d'accélérer la croissance organique et aussi la profiter de manière assez structurelle. Et pourtant, Saint-Gobain, ça a fait partie des mal-aimés quand le conflit a démarré. Elle a plus Alors, c'est vrai. Donc, si elle a plus baissé, pour reprendre vos propres mots, c'est qu'elle a été survendue. Alors, selon nous, elle a été survendue, un peu comme un Alstom, par exemple, qui certes avait une exposition à la Russie qui était forte, avec des prises de participation chez TMH Group, qui était le leader du matériel roulant en Russie. Mais finalement, on voit que la correction d'Alstom, alors que la valeur de ses participations au bilan, elle vaut 480 millions d'euros, on voit que la correction boursière d'Alstom, c'est plusieurs milliards d'euros de capitalisation boursière perdue depuis le début du conflit russo-ukrainien. Donc la sanction nous a semblé sévère, on a légèrement renforcé. Idem donc chez Saint-Gobain, c'est vrai que évidemment, il peut y avoir un impact sur la flambée des coûts pour l'énergie, notamment sur les matériaux d'isolation, c'est très consommateur en électricité, en énergie pour les fabriquer. Mais c'est des groupes c'est un groupe qui a du pricing power et du coup qui arrivera a priori à maintenir une profitabilité grâce aux efforts sur les coûts également initiés depuis quelques années. Okay. Ça va maintenant être le temps de conclure. Alors, si on parle un peu en termes de chiffres, depuis le début de l'année, le fonds européen, donc le Sycomore Eco Solutions, il fait combien depuis le début de l'année? Alors, il est assez résilient puisqu'il s'affiche à moins 5%, donc à peu près en ligne avec l'indice. Et sur les 3 dernières années, c'est un fonds qui a nettement surperformé à plus 80% à peu près. Et c'est un fonds qui a la caractéristique évidemment d'être un fonds ISR, labellisé ISR, avec un process d'investissement évidemment très structuré autour des enjeux environnementaux, mais également plus globalement de tous les enjeux du développement durable, y compris sociaux, sociétaux et de gouvernance. Et c'est un fonds aussi qui a la particularité d'avoir été le premier fonds labellisé Greenfin. Donc, c'est un label d'État important puisqu'il témoigne de la pertinence et de la véracité des investissements verts de ce fonds. Très bien, Alban. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour votre passage. Merci pour ces explications. On essaiera de refaire un point un petit peu sur votre fonds. On verra peut-être Nicolas qui viendra, qui nous expliquera un petit peu comment ce fonds évolue. Si
s'il continue à être résilient, s'il dépasse à nouveau les indices. Et juste une dernière question avant de passer à Victor. Votre indice de référence, quel est-il pour le fonds européen? Alors, c'est le MSCI Europe et c'est volontairement. Donc, on a choisi un indice généraliste pour montrer que les tendances de la transition écologique énergétique et que les sociétés positionnées sur cette tendance devraient avoir une capacité à surperformer dans la durée un indice généraliste. Et au niveau des tailles des entreprises que vous achetez, vous êtes un peu ce qu'on appelle all cap, donc toutes les tailles d'entreprise ou... Ouais. Oui. Alors, on est très attentif à la liquidité, évidemment, mais on aime beaucoup les pure players de la transition écologique énergétique. Et donc, il y a beaucoup de petites et moyennes valeurs dans ces acteurs qui peuvent être aussi des cibles pour des grands groupes comme Total, Energy ou Engie qui ont fait part de leur volonté d'accélérer leur transition, et ça peut passer par la croissance externe. Et donc, ces sociétés pure players avec des technologies innovantes dans la transition écologique énergétique donc peuvent être des cibles et se faire racheter avec des primes intéressantes. Allez, un exemple d'une petite société que vous aimez bien et vous vous dites celle-là, elle va se faire racheter, ça ne m'étonnerait pas? Alors, je ne sais pas si elle va se faire racheter, mais on aime beaucoup Tomra dans l'économie circulaire, avec notamment, c'est le leader des machines, ce qu'on appelle les reverse vending machines. Donc, c'est des consignes. Alors, c'est une réglementation qui n'existe pas encore en France, mais qui est déjà présente dans de nombreux pays et qui est en train de se déployer au niveau européen et au niveau mondial. Et ces machines où on voit la ménagère mettre la bouteille en plastique, là, exactement. La bouteille en plastique, c'est ça? On ramène des bouteilles en plastique et puis en échange, on est un peu rémunéré. Donc, c'est un système. Des choses comme ça? Exactement. Ouais. Et ça existe, pour l'instant, c'est uniquement pour le plastique ou ça existe pour… Non, ça existe pour plusieurs matériaux et d'ailleurs, ils ont une offre plus globale dans le recyclage aussi. Ils offrent également des machines pour le tri pour des acteurs comme Veolia ou Suez. Donc, il y a à la fois des reverse vending machines qui sont présents ponctuellement sur des sites comme ça, comme des consignes, et également des machines plus lourdes, on va dire, pour des industries. C'est de quelle nationalité? C'est une société norvégienne. Norvégienne, d'accord. Les pays nordiques, ils ont une avance dans ces sociétés? Ils sont bien implantés, ils sont bien représentés? Oui, c'est vrai que un contact à la terre, on va dire, et un contact à l'écologie un peu plus avancé. Oui, c'est vrai que les sociétés scandinaves, on va dire, sont quand même bien avancées sur la transition énergétique, même si, on va dire, globalement, l'Europe est assez avancée comparée à aux autres continents, que ce soit les… Alors, il y a des valeurs très emblématiques aux États-Unis dont tout le monde entend parler, mais c'est vrai que l'Europe a quand même un temps d'avance sur la transition écologique et énergétique par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Ok, et dernière question, puisque là, on est vraiment en retard. Et en 10 secondes, comme vous avez une société norvégienne, elle n'est pas cotée en euros, est-ce que vous couvrez les devises ou est-ce que vous ne couvrez pas les devises? On couvre les devises, oui. Mais pas toutes. Dollar Dans le fond, on va parler du fonds européen. Dans le fonds européen, les devises non euros, est-ce que vous les couvrez ou est-ce que vous achetez dans la devise? Pas toutes, juste le dollar, le GBP et le yen japonais. D'accord. Et là, en l'occurrence, le NOK, quand on achète en NOK. D'accord. Et ces trois devises, elles sont systématiquement couvertes? Oui. Ou pas toujours? Quasi systématiquement. On n'est pas à la virgule près, mais… Ok, allez, on finit pour de vrai. C'est dommage, j'avais encore plein de questions. On s'y reprendra une prochaine fois. Merci beaucoup, Alban. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous rappelle qu'on est en direct avec Sycomore et surtout Sycomore Eco Solutions. Merci, à très bientôt. Bonsoir. C'est maintenant au tour de Victor. Donc, Victor Marques qui nous a préparé un sujet qui est extrêmement intéressant, qui peut paraître simple, mais qui n'est pas aussi simple que ça, le cumul emploi-retraite. Alors, on s'est bien entendu attaché uniquement au cumul emploi-retraite en France. Bonsoir Victor. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors, en effet, je vais vous parler du cumul emploi-retraite, qui est un dispositif qui permet aux retraités de percevoir un revenu qui complémente leur pension de retraite. Alors, tous les retraités ont la possibilité de pouvoir au dispositif. En revanche, il existe quelques points particuliers, quelques points à rester vigilants, qui sont fonction de l'activité que le retraité a exercée. Alors, moi, je vous propose de faire un plan en 3 parties. Tout premièrement, je vais aborder les règles qui encadrent les salariés, qui constituent tout de même 85% du cas des Français.
Ensuite, j'aborderai les professions indépendantes et les professions libérales. Et je finirai par les présidents de SAS et de ESA, qui sont un point assez particulier, très intéressant parmi la loi. Alors, les salariés, ils doivent cesser toute leur activité professionnelle afin de pouvoir liquider leur retraite et par la suite pouvoir au dispositif. Alors, ils seront soit soumis au cumul limité, soit au cumul total. Et comme le nom l'indique, le cumul limité, leurs revenus totaux seront soumis à un plafond qui correspond à 160% du SMIC. Bon, c'est à peu près 2 565 €, soit à la moyenne de leurs 3 derniers salaires perçus avant la liquidation de leur retraite. Alors, on prend le chiffre le plus avantageux, le nombre le plus avantageux, qui est naturellement le plus élevé. Alors, ils seront soit, dans un autre cas, soumis au cumul total, qui, comme son nom l'indique, dans ce cas-là, ils vont percevoir la totalité du montant de leur pension de retraite, indépendamment du niveau de leur revenu. Alors, ce qui fait que le salarié soit soumis à l'un ou l'autre cumul, au cumul limité ou au cumul total, est fonction du régime de retraite du nouvel et de l'ancien emploi. Je m'explique. Si la caisse de retraite du nouvel emploi et de l'ancien ne sont pas les mêmes, alors dans ce cas-là, le retraité sera soumis au cumul total, et ce, peu importe si la liquidation a été effectuée à taux plein ou à taux réduit. Alors, dans le cas contraire, à savoir si la caisse de retraite du nouvel emploi et de l'ancien est la même, alors dans ce cas-là, le retraité il sera soit soumis au cumul limité ou au cumul total, dépendamment si la retraite est à taux plein ou à taux réduit. Je m'explique. À partir de 62 ans, sauf quelques cas particuliers qui peuvent avant, alors tout le monde peut commencer à liquider sa retraite. Alors la personne, entre 62 et 67 ans, elle ira la liquider. Et si elle a le nombre de trimestres d'assurance retraite requise, elle va bénéficier du cumul total. Si elle ne l'a pas, mais elle va bénéficier du cumul partiel. Alors, si j'ai bien compris, je vous coupe, si j'ai bien compris, quand on est salarié, on peut partir à la retraite pour l'immense majorité des cas, à part quelques exceptions qui sont les carrières longues, peut-être les carrières pénibles, à partir de 62 ans. Et la retraite est pleine dès qu'on a l'ensemble des trimestres. Et si on n'a pas l'ensemble des trimestres, la retraite, elle est quand même considérée comme étant pleine à partir de 67 ans. C'est ça? Absolument, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on part en retraite. Exact. Si on continue à travailler en même temps, si on est parti avec la retraite dite pleine, on n'a pas de restriction financière. Et si on est parti avec la retraite dite non pleine, on a une restriction financière. Absolument. Et cette restriction… Alors, attendez, je finis, si j'ai bien compris. Et tout ça n'est valable que si on va de caisse de retraite de salarié à caisse de retraite de salarié. Si on est salarié et qu'on va devenir indépendant, de toute façon, le cumul est plein. C'est ça? Absolument. OK. Allez, je vous laisse continuer, Victor. Alors, une fois que la retraite est liquidée et que le salarié souhaite reprendre une nouvelle activité, mais il sera obligatoire, dans le cadre de cette nouvelle activité, de cotiser pour la retraite. En revanche, ces cotisations, elles n'ouvriront plus de droit à la retraite. Il sera possible pour le salarié également de travailler pour son ancien employeur, mais sous condition de signer un nouveau contrat et de respecter un délai de 6 mois de carence uniquement en cas de cumul limité. Alors, en pratique, les caisses de retraite acceptent que cette règle soit dérogée, mais dans ce cas, le versement de la retraite de base sera suspendu pendant les 6 mois et sera rétabli au premier jour du 7e mois. Alors là aussi, j'ai une petite question. Quand on dit que le salarié doit quitter son emploi, est-ce qu'il doit quitter son emploi ou est-ce qu'il doit quitter son employeur? Donc, je m'explique. Je suis, par exemple, conducteur de travaux chez Bouygues et je demande le cumul emploi, mais par contre, Bouygues m'a fait une proposition pour être assistant de gestion. Est-ce que j'ai le droit tout de suite, dès le lendemain, d'être assistant de gestion chez Bouygues parce que ce n'est pas le même emploi ou est-ce que c'est l'employeur qui compte? Alors, tout ça, ça dépend si la personne, elle va demeurer salariée. Si elle va demeurer salariée, et dans ce cas-là, après, elle peut être dans le cas du cumul limité ou dans le cas du cumul total. Si elle est dans le cas du cumul total, elle peut, dès le lendemain… Alors, moi, ma question, c'était, la personne, elle reste salariée. Hein. On est un salarié chez Bouygues qui reste salarié chez Bouygues.
Donc, Ok. l'employeur ne change pas, mais le métier change. Ok. Est-ce que là, on a le droit ou est-ce qu'il faut quand même avoir une carence de 6 mois? Il faut tout de même avoir une carence de 6 mois. D'accord, donc c'est l'employeur qui compte. Absolument. Et par contre, le même métier chez un autre employeur, là, on n'a pas besoin de carence. Là, c'est complètement différent. Ce qui compte, c'est vraiment l'employeur. Très bien. Allez, je vous laisse continuer. Alors, comme je vous ai dit, ma seconde partie va se baser sur les professions indépendantes et les professions libérales. Et il faut savoir tout premièrement que la principale différence avec les salariés, c'est qu'elles ne sont pas obligées de liquider, de cesser leur activité pour liquider leur retraite. Liquider leur retraite est obligatoire également pour pouvoir au dispositif. En revanche, cesser leur activité, ce n'est pas obligatoire. Alors, au moment de liquider leur retraite, les indépendants et les professions libérales vont annoncer la volonté de poursuivre ou non, ou de ne pas poursuivre leur activité à leur caisse de retraite. Et ça sera uniquement ce qu'ils ont à faire. Alors, par la suite, ils seront soumis au cumul limité. Et je vous rappelle, dans le cas du cumul limité, leurs revenus totaux seront soumis à un certain plafond, ou ils seront soumis au cumul total. Et dans ce cas-là, ils vont percevoir le montant de leur pension de retraite indépendamment du niveau de revenu. Et le fait qu'ils soient soumis à l'un ou l'autre, ça sera comme pour les salariés. Si la caisse de retraite entre l'ancien emploi et le nouvel emploi est différente ou est la même. La règle, c'est absolument la même. Je vous la rappelle, si la caisse de retraite du nouvel emploi et de l'ancien n'est pas la même, alors dans ce cas-là, le retraité va être soumis au cumul total, peu importe si la liquidation elle a été effectuée à taux plein ou réduit. Et le cas contraire, alors en fonction si c'est à taux plein ou taux réduit, le retraité sera soumis soit au cumul total, soit au cumul limité. Alors, il y a aussi la règle pour les indépendants et pour les professions libérales qui seront en effet obligés eux-mêmes aussi de continuer à cotiser pour la retraite, même si ces cotisations n'ouvriront plus de droit à leur retraite. Donc, ça veut dire que pour un indépendant ou une profession libérale, s'il n'a pas tous ses trimestres, donc s'il part avec un taux non plein, il va avoir un cumul financier, c'est ça? Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu. Alors, une profession libérale, un indépendant ou un commerçant, s'il part sans avoir son taux plein, donc avec un nombre de trimestres insuffisant pour avoir le taux plein, il aura aussi une régulation financière au niveau de ses retraites. Absolument, absolument. Et, voilà, donc là, ça joue aussi. Alors, là, j'ai une question, bon, peut-être très technique, je ne sais pas si vous avez, mais je pars, par exemple, avec mon taux qui est pas plein. Mais ce n'est pas grave, je pars à la retraite et je me mets à la retraite. Et ensuite, je ne travaille pas pendant 4 ans ou 5 ans. Et puis, au bout de 4 ou 5 ans, j'ai une opportunité ou alors j'ai besoin, je n'ai pas vraiment d'opportunité, mais j'ai besoin de retravailler. Et là, je travaille. Est-ce que je vais quand même avoir cette sanction financière parce que je suis parti avant les taux pleins, ou est-ce que du fait qu'il soit passé 4 ans ou 5 ans, on ne m'appliquera pas cette sanction financière? Alors, si vous êtes parti à la retraite à taux réduit, mais peu importe que vous repreniez votre activité dans 4 ans ou 5 ans, vous serez tout de même soumis au cumul limité. D'accord. OK. Ce qui compte… Par contre, il n'y a toujours pas de cumul limité si je change de caisse de retraite. C'est-à-dire que absolument. J'étais indépendant, par exemple, j'étais avocat, et ensuite je vais travailler salarié dans une association pour donner du conseil juridique. Là, je n'aurai pas de sanction financière parce que ce n'est pas la même caisse de retraite, c'est ça? Absolument. D'accord. OK. Et ensuite, on a le cas des gérants majoritaires, pardon, des présidents de société? Exactement. Alors, c'est le cas des présidents de SAS et de SA. Alors, ces présidents-là, ils sont assimilés salariés et du fait de ce statut d'être assimilés salariés, ils sont soumis à toutes les règles qui encadrent les salariés. Et c'est les règles que j'ai citées dans le premier plan, dans le premier point de mon plan. Alors, en revanche, la loi, elle prévoit une petite exception, à savoir que les activités qui sont exercées à titre bénévole et qui, par conséquent, ne sont pas affiliées à un régime de retraite de base, alors ces activités, elles ne nécessitent pas d'être cessées afin que la retraite soit liquidée. Alors, il existe ainsi deux possibilités pour le président de SAS ou de SA.
Alors, soit il exerce son mandat social et est rémunéré pour cela, et dans ce cas, il doit cesser son activité pour liquider sa retraite, soit il exerce son mandat social à titre bénévole, il n'est pas rémunéré, et dans ce cas-là, il ne doit pas cesser son activité pour liquider sa retraite, puisqu'il n'est pas affilié à un régime de retraite de base. Une fois sa retraite liquidée ou non liquidée, mais les règles qui s'appliquent sont non. Une fois sa retraite liquidée avec l'activité cessée ou non, en fonction de s'il est rémunéré ou pas, ah bah alors les règles là qui s'appliqueront seront exactement les mêmes que pour les salariés. D'accord. Et alors, un président qui arrêterait de se rémunérer un mois ou 2 mois avant de partir à la retraite, ça poserait un problème? Alors, ça, c'est une très bonne question. Il y a un problème, c'est que la loi, elle n'est pas très bien encadrée encore au niveau de ceci. Alors, j'ai fait quelques recherches, j'ai pas eu l'occasion de trouver, et c'est vrai que c'est encore assez très, très flou. Est-ce que le président, 6 mois avant, peut arrêter de se rémunérer? Et bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas encore un délai qui est écrit. Les textes n'écrivent pas encore un délai. Je pense que dans quelques temps, avec la jurisprudence, avec la décision, lorsqu'il y aura sans doute quelques contentieux, je pense qu'on aura déjà eu un avis bien plus clair, je dirais, sur cette question. Et alors après, il y a peut-être deux sujets qui sont un petit peu différents. Je ne sais pas si c'est des sujets que vous avez pu travailler, mais une carrière qui se terminerait au chômage à la NPE, est-ce que la NPE va vous garder jusqu'au taux plein, jusqu'au trimestre, ou est-ce que dès la première hypothèse, vous allez pouvoir partir? Et après, je pense aussi un petit peu aux carrières étrangères. Si on a une retraite à l'étranger potentielle, possible, il y a des pays qui sont moins sympathiques que nous, qui vont demander à travailler jusqu'à 67 ans, 65 ans, alors qu'en France, quelqu'un qui aurait commencé à travailler à 20 ans peut partir à 62 ans. Il ne pourrait pas liquider dans ces pays étrangers puisqu'il n'aurait pas l'âge. Est-ce que ça va poser un problème? Est-ce que ça ne va pas poser de problème? C'est des sujets que vous avez pu regarder? Alors, pour la première partie de la question, non, je n'ai pas eu l'occasion de regarder cette partie. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire des recherches et je reviendrai vers vous pour vous donner plus de précisions sur ce sujet. Après, en fonction, en ce qui concerne des pays qui sont un peu plus sévères, en effet, nous avons par exemple l'exemple du Portugal, qui est un pays qui est déjà plus sévère que la France en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite. Et bon, après là, ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui veulent partir. Enfin, il faut que vous me donniez, par exemple, une question assez plus claire en ce qui concerne, par exemple, le départ dans un pays étranger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de partir dans un pays étranger implique forcément que la caisse du régime de retraite n'est plus la même. Il implique forcément que la personne… Il y a des règles européennes qui vont partir comme ça. Par exemple, vous avez commencé à travailler en France, vous êtes parti au Portugal, vous avez travaillé 15 ans au Portugal, et vous revenez en France et vous continuez à travailler. La France va dire, OK, moi j'ai mon nombre d'années, puisque je valide les années où vous avez travaillé au Portugal. Je ne dis pas que vous avez été oisif, vous avez travaillé. Vous avez 63 ans, vous avez vos trimestres, vous pouvez partir. Mais le Portugal va dire, moi je valide très bien que vous avez travaillé 15 ans au Portugal, je ne conteste pas le fait qu'on vous doit une retraite, mais au Portugal, il faut avoir 65 ans pour pouvoir prétendre à la retraite. Donc, revenez me voir dans 3 ans et on fera votre calcul et on vous donnera ce que vous avez droit. Ça veut dire qu'on se retrouve devant une incapacité à liquider tous les régimes de retraite, même si bien sûr on travaille plus, on n'a aucune intention de travailler encore 3 ans au Portugal, mais on est dans l'incapacité de le liquider. Est-ce que vous pensez que ça va bloquer ou est-ce que du fait qu'on soit dans l'incapacité, ça ne bloquera pas si on arrête de travailler? Ça va bloquer à quel niveau? Ça va bloquer au niveau de la liquidation de la retraite, puisque ce qu'on a vu au début, c'est que pour prendre sa retraite, il fallait liquider tous les régimes de retraite. Ok, alors non, moi je pense que ça va poser pas de problème en France, mais comme vous l'avez dit, on aura une partie de la retraite qui ne sera pas liquidée au Portugal. En tout cas, tous les régimes de retraite français, ils seront liquidés. Imaginons par exemple une personne qui a travaillé dans plusieurs différents régimes,
D'un côté, le régime des professions libérales, d'un autre côté, le régime pour les salariés, le régime général. Alors, tant que la France, tous les régimes de retraite en France sont liquidés, c'est ce qui compte. Pour le Portugal, la personne, elle a juste à attendre d'avoir l'âge requis que le Portugal demande, et ça sera deux cas différents. Ok, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Il est maintenant temps de terminer cette émission. En vous remerciant tous d'être venus. Eh bien, on vous dit bonsoir, à très bientôt et à une prochaine. Au revoir, merci. La French Radio, Portugal.